tous, donc c'est le premier podcast au Comics Corner, le premier j'espère d'une longue série. L'envie c'était de parler comics ensemble pour en parler encore plus, approfondir quelques sujets, quelques personnages. Et là on trouvait ça logique pour le premier de fêter les 80 ans de Wonder Woman qui se passe un peu peut-être à l'oubliette avec le confinement, mais il y a eu de très belles sorties en ce 10 juillet 2020. Je ne sais jamais dans quelle année vous allez voir ce podcast, mais je préfère préciser la temporalité. Donc il y a eu notamment cette belle intégrale. Donc c'est aussi pour cette intégrale qu'on a voulu le faire. On s'est dit, bon, premier podcast, première envie, qu'est-ce qu'on fait? Wonder Woman, de nombreuses sorties avec une réédition de Greg Rucka, donc ça on est d'accord que c'est la base. Tout à fait. Et voilà, donc je vais vous expliquer un petit peu qui on est et présenter chacun va se présenter. Donc moi c'est Alexandra, Community Manager du Comics Corner et on est ici au Comics Corner dans la salle de lecture. Donc c'est un espace à 2 étages, donc au premier on a vraiment le coin librairie, le coin d'achat je dirais, et puis ici où les personnes viennent payer à l'heure pour lire des comics et on a aussi de nombreux événements. Je suis accompagnée du libraire Jimmy, donc est-ce que tu peux te présenter? Bien sûr, bonjour, donc, je suis Jimmy, gérant et fondateur du Comics Corner, il y a de ça 2 ans et demi maintenant, et voilà, comme Alexandra l'a expliqué, c'est un lieu où on organise énormément de choses autour des comics, et donc c'est un plaisir de pouvoir accueillir ici ce premier podcast et pouvoir discuter, parler comics entre gens fort sympathiques. On espère. Je suis aussi accompagnée d'Alexandre, que vous connaissez peut-être sous le nom de Crossover sous Twitter et Instagram. C'est ça. C'est bien ça. C'est ça, donc Alexandre ou Peli, fondateur de Crossover, donc sur Instagram et sur Twitter, où je fais des reviews comics, c'est un peu d'IGTV. Et on peut aussi dire que vous pouvez nous retrouver tous les deux sur le site Batman Legends, c'est là où aussi on s'est rencontrés. Donc c'est une grosse passion Batman. Voilà. Et notre invité spécial, donc l'idée dans ces podcasts c'est d'avoir à chaque fois un super guest pour parler du sujet. Et là on a Marie Affoy et du coup qui vient et qui va sortir à la rentrée en septembre. Ouais. C'est ça, un livre Agir et penser comme Wonder Woman chez les éditions de l'Opportun, qu'on connaît et qu'on a fait beaucoup de partenariats avec eux. Donc est-ce que tu peux nous dire un peu plus? Ouais, bonjour à tous et à toutes. Moi donc je m'appelle Marie d'Ampoine, en fait c'est mon nom de scène. Et j'ai commis quelques livres, 3 pour être exact. Et le dernier est à paraître sur Wonder Woman. C'est une série qui s'appelle Agir et penser comme, donc c'est sur la pop culture, c'est un livre un peu de self-help, etc. Donc ça devrait être intéressant et évidemment c'est lié à l'actualité qui arrive sur Wonder Woman avec la sortie du 2e film. Donc voilà, en gros, voilà ce qu'on peut dire. Donc voilà, l'idée de ce podcast c'est de revenir un peu sur ce personnage et puis de se poser une question, qu'est-ce qui fait le succès aujourd'hui de Wonder Woman? Pourquoi aujourd'hui elle reste encore comme un personnage iconique, elle fait partie de la trinité chez DC Comics avec Batman, Superman, et un des personnages quand même féminins forts qu'on arrive à retenir dans tous les super-héros de tout univers confondu. On peut commencer peut-être avec un petit tour de table sur qu'est-ce que ça vous dit Wonder Woman quand vous dites Wonder Woman, à quoi vous pensez, quelle référence Marie, honneur aux femmes. Ok, alors c'est assez vaste. Moi quand je pense à Wonder Woman, je pense quand même à l'empowerment, à une femme puissante qui s'est élevée dans un champ qui était plutôt réservé à aux hommes en fait, qui comme ces hommes combat le mal, combat les super méchants et le fait en étant empathique, extrêmement brillante et chargée d'une histoire qui est je trouve passionnante et que les artistes autour de Wonder Woman ont su perpétrer. Donc Wonder Woman ça m'évoque vraiment un aspect du féminisme disons. Et puis une histoire très très intéressante qui se glisse dans l'histoire des femmes tout simplement. D'accord, donc vraiment un aspect féministe selon toi, justement j'allais revenir à la fin du podcast sur féministe ou pas, mais très intéressant. On y reviendra parce que j'ai des choses à dire là-dessus, mais je pense que vraiment Wonder Woman ça représente ça dans l'ensemble. Et puis voilà, c'est quand même une des rares héroïnes qui est présente, en fait on les compte sur les doigts d'une main et elle a su traverser les époques
Et voilà, on est bien content qu'elle fête ses 80 ans et qu'elle soit toujours publiée. Et ça ne se voit pas. Ouais, exactement. Elle n'a pas pris de risque. D'ailleurs, on peut c'est bizarre, oui. Il y a un truc louche, mais bon, ouais. Elle est bien conservée pour 80 ans. Ouais. Oui, exactement. Bah toi, Alexandre, qu'est-ce que ça te dit, Wonder Woman? Pour moi, Wonder Woman, ça fait partie des icônes un peu, des icônes féministes modernes. Ok. Tout simplement parce donc que l'image de Wonder Woman est souvent utilisée dans des luttes féministes. Pour moi, c'est la super-héroïne qui représente le plus le féminisme parce que ce soit chez Marvel ou chez DC, on n'a pas de personnage féminin comme ça qui soit autant iconique à ce niveau-là. On a eu à tort souvent une trop grosse sexualisation des personnages féminins dans les comics, et là pour le coup Wonder Woman fait partie de ces personnages qui n'ont pas forcément été sexualisés à tort et à travers, et pour le coup c'est pour ça que ça en fait un personnage assez fort en termes de féminisme, et c'est assez bon, et franchement c'est... Il y a notamment des retours comme ça par rapport au premier film de Wonder Woman avec Gal Gadot, où beaucoup de gens ont dit mais elle n'est pas du tout sexualisée comme on aurait pu penser. Alors évidemment elle a une tenue courte, mais à un moment donné, moi-même étant féministe, ça fait partie de sa tenue. On est dans une origin story, donc pour moi c'est pas du tout on a une actrice avec Gal Gadot qui est quand même une très belle femme. Voilà, c'est assez, je pense qu'il y a aussi le côté cinématographique qui prend aussi le dessus à un moment, sans trop non plus forcer. Mais pour moi ça fait partie des icônes féminines modernes. Ok, super. Et toi, Denis? Alors je rejoins un petit peu Alexandre et Marie. Mais moi ce que je vais ajouter c'est, alors du coup, moi j'ai un point de vue un peu particulier, c'est-à-dire qu'en tant que libraire je suis amené à lire énormément de comics, donc je m'attache souvent à des archétypes de personnages, et ce qui est flagrant dans l'archétype de Wonder Woman pour moi, c'est un petit peu comme Superman, c'est le côté je ne viens pas vraiment du même monde que vous. Parce que voilà, à chaque fois quand on pense Wonder Woman, le premier mot qui vient derrière en général c'est pas forcément féministe, mais c'est plus Amazon. Pourtant Amazon du coup ça reste une terrienne, mais c'est une Amazone, et c'est d'ailleurs je pense parce que c'est une Amazone qui ont cette réputation dans la mythologie grecque d'être des femmes fortes qui ne se laissent pas faire par les hommes, pas forcément pour lutter contre le patriarcat, mais juste qui ont décidé de s'isoler de la bassesse ou stupidité que peuvent représenter les hommes à l'époque de la Grèce antique. Et du coup, on a ce côté, on a cette personne, ce personnage féminin, qui aurait pu d'ailleurs être un homme, et qui est un petit peu comme les Superman, qui est au milieu de nous, qui veut faire le bien et qui va souvent être traité d'étrangère et de quoi se mêle-t-elle avec ses envies et ses passions, elle qui ne comprend pas et sa morale évidemment. Son envie de justice. Et du coup on va souvent retrouver certains de ses antagonistes qui vont l'attaquer sur le fait que c'est une femme, le fait que c'est une femme qui vient d'Amazon et que du coup ne connaît pas le monde des terriens ou le monde de tout le genre, notre monde, et d'autres qui vont l'attaquer justement sur les valeurs qu'elle prône. Et donc en fait c'est en ça que je trouve le personnage peut-être même sous certains aspects plus intéressant qu'un Superman, c'est que on peut l'attaquer sur plus d'angles. Plus un personnage, selon moi, a de points faibles, si on veut, ou de portes d'entrée à une attaque, directe ou indirecte, plus il sera intéressant à développer. Et je pense que c'est pour ça que ce personnage féminin, par rapport à d'autres, on parlait tout à l'heure de ce qu'il pouvait y avoir à côté, par exemple, je sais pas, chez Marvel, on pourrait dire Captain Marvel en un sens. Ouais, alors Wonder Woman a tellement plus d'aura, et je pense, et jamais à croire que c'est lié au fait qu'elle a dû lutter à travers toutes les pages des BD dans lesquelles elle est représentée contre énormément de clichés ou de visions qu'on pouvait avoir d'elle sous tous ces aspects, donc de femme, féministe, guerrière, Amazone, déesse, etc., etc. Et le fait aussi qu'elle est entourée énormément d'hommes. Bien sûr, elle s'est entourée énormément. Elle comprend, c'est moi ce qui me fascine avec elle, c'est qu'elle comprend le caractère de Batman. Moi j'ai pas lu forcément des runs exclusivement sur Wonder Woman, mais plus je la vois dans des runs avec Superman, avec Batman, et elle s'acclimate à tout le monde, quoi. C'est-à-dire que Batman c'est pas facile à travailler avec lui. Elle insiste quand même. Superman, voilà, il a quand même son idéal, un peu têtu pour moi, je suis pas très fan. Pareil, elle est à l'écoute, elle fait preuve de compassion, ce qui est assez fort parce qu'elle a aussi une force
une force herculéenne et elle pourrait à un moment donné dire bon et du coup moi je vais te prendre de l'assaut et je vais te donner un coup et tu vas te taire, et elle est toujours dans la discussion et dans la diplomatie. C'est ça, je pense que sa force c'est aussi son empathie, son écoute et l'emprise positive qu'elle a sur les autres, et ça on le voit aussi bien dans certains comics que dans des adaptations, je pense aux animés, la Justice League Unlimited, etc. J'y reviendrai parce que ça j'aime vraiment beaucoup, mais c'est ça aussi sa force, c'est que c'est pas qu'une force physique, c'est une force aussi mentale. Exactement. Donc ça c'est ultra intéressant. Et justement, on parlait des comics, on va faire un petit point comics. Pour vous, qu'est-ce qui est intéressant? Par exemple, là, si on a une personne qui aimerait se lancer dans Wonder Woman mais qui ne sait pas trop, si tu as un auteur ou des runs qui t'ont plu et qui t'ont sûrement aidé dans ta recherche pour ton livre. Ouais, parce que du coup, je précise, mais moi, je suis pas du tout experte ni en comics ni en Wonder Woman, mais comme j'ai été amenée à écrire un livre sur le sujet, j'ai pas mal bourlingué, j'ai essayé de lire un maximum de choses, de voir, d'écouter, etc. Donc j'ai commencé moi avec la base, avec les Marston, les grands classiques, les premiers, et je trouve ça vachement intéressant à lire parce que ça montre aussi la profondeur du personnage et puis ses origines, le contexte dans lequel elle est amenée, qui est un contexte pas facile, en 41, les États-Unis, un monde quand même extrêmement patriarcal, et elle est créée par un bonhomme qui est un grand psychologue, qui est dans un trouble, dans un couple avec 3 personnes, dont la femme va souffler l'idée de Wonder Woman, et donc elle est dans un bain de culture féministe déjà, puisque la 3e personne de ce couple, elle s'appelle Olive, et Olive c'est la nièce de Margaret Sanger, qui est une grande féministe qui va faire beaucoup pour les droits des femmes, notamment pour l'avortement, etc. aux États-Unis. Donc il y a pour moi ce côté déjà fondation féministe hyper importante qui apparaît déjà dès les œuvres de Marston. Et puis après, selon les différentes mains, moi je dirais Marston, je dirais aussi quand même, juste pour le plaisir, l'ère mode avec O'Neill, c'est vachement intéressant, où Wonder Woman est complètement remanié, où là on est vraiment dans la mode des années 60. Wonder Woman doit renoncer à ses pouvoirs, ce qui symboliquement est je trouve hyper fort, puisqu'en fait beaucoup de féministes à l'époque l'ont ressenti comme un dépowerment justement, mais après elle rencontre ce personnage que j'ai adoré, qui s'appelle je crois Yi King en français mais Ai Ching en anglais, qui est un personnage alors hautement stéréotypique mais génial, qui va lui apprendre les arts martiaux, et donc Wonder Woman passe finalement d'une femme entre guillemets lambda qui va apprendre les arts martiaux en quelques mois et qui va dérouiller des méchants. Du coup elle se définit pas seulement avec ses super pouvoirs. Ouais, tout à fait. Elle est très bien elle a plus ses pouvoirs, elle rend son costume, etc. Mais elle reste Wonder Woman. Elle reste une Amazone forte. Et elle va apprendre le Kung Fu en 6 mois, ce qui est impossible, j'ai moi essayé. Très bien, on veut des vidéos à ton étape. Mais du coup c'est assez génial, et le duo fonctionne hyper bien parce qu'il n'y a pas d'ambiguïté comme il y a pu y avoir avec Steve, etc. C'est vraiment un duo très complice qui marche vraiment bien, donc ça, elle est très critiquée cette période-là, entre 68 et 73 me semble-t-il, mais moi je trouve ça pas mal si vous pouvez vous mettre les mains dessus. Et après moi je dirais évidemment Eruka. Voilà. Alors, George Perez et Rucka, pour moi c'est deux grands fondateurs aussi d'un nouveau genre de Wonder Woman. Très beau travail aussi sur Catwoman. Ouais, moi je suis complètement d'accord. Rucka il est génial et il a réussi à implémenter beaucoup de choses. Il a fait un comics qui est pour moi beaucoup plus inclusif, avec une meilleure représentation des minorités. Vraiment je trouve que c'est extrêmement puissant. Et alors là, la couve en français, elle est encore mieux de Bukateya, elle est géniale avec la botte de Wonder Woman qui vient écraser Batman, désolé. On a voulu faire un petit peu un montage, mais on va essayer. Voilà, faire les bottes. Exactement, parce que moi je sens qu'il y a un truc à faire. Et celui-là est exceptionnel, vraiment c'est un où j'ai pris le plus de plaisir à lire. Et puis après j'arrête de parler, mais dans les plus récents, toutes les adaptations de Shea Fontana aussi vachement bien. Oui. Là aussi très féministe, avec un reversement un peu des rôles, où Etta Candy sort un peu de ce rôle un peu parfois bébête, etc. et devient carrément le bras droit vraiment de Diana, etc. Donc je trouve que plus on avance dans le temps, plus
les auteurs prennent en compte aussi les évolutions de la société, et ça fait plaisir à lire. Je comprends aussi que Wonder Woman est très politisée. Ouais, complètement. Elle est quand même dans des histoires politisées, contrairement à d'autres super-héros. Et même les conflits, je trouve que les conflits évoluent vachement. Avant, on était vachement sur les nazis, etc. Et là, on passe sur, heureusement... non mais les nazis, à un moment donné, faut arrêter. Faut arrêter. Le problème, c'est qu'il y a toujours des néo-nazis, mais on va dire que là, elle élargit le conflit. Il y a beaucoup... elle aborde pas mal le sujet des migrations, des réfugiés, etc. Moi, je trouve ça vachement intéressant. Les fronts sont un peu différents, mais la cause reste la même. Sauver les innocents, préserver la paix, etc. Donc je trouve que c'est vraiment... Messagère de la paix, hein, tout simplement. Je pense qu'elle est même citée dans certains comics comme ça. Ouais, et qui est ambassadrice de Themyscira, voilà, pour faire régner la paix, etc. Donc je suis complètement fan de Ruka, de Perez. Voilà, j'ai beaucoup trop parlé. Mais non, c'est nickel, c'est le but de parler pendant le podcast. Du coup, toi, Alexandre, si comme ça, tu aurais des comics à conseiller, ou en tout cas un gros coup de cœur que moi, ça va être Wonder Woman Rebirth, c'est vraiment la première série Wonder Woman sur laquelle je me suis lancé à 100%. Parce que j'avais pris le train de Wonder Woman dans les New 52 à partir de sa relation avec Superman. J'avais trouvé plutôt super bien amené. Parce que non seulement c'était étonnant, c'était la première fois que ça se faisait, c'est vrai qu'on n'y a jamais pensé à cette relation-là. Ça changeait un peu du Clark et du Lois et Clark, et c'était tout simplement le fait de voir les deux personnages les plus puissants du monde ensemble, et se poser la question. Ça les ramène très humains, ça les rend même faibles, parce qu'au final... Oui, voilà, en fait, c'est leur ignorance de choses toutes simples comme l'amour, par exemple, fait que de se dire... tiens, les autres couples qui font comme ça, pourquoi nous est-ce qu'on ferait pas comme ça au lieu d'aller à tel endroit se battre contre un super Toi tu voles et moi j'ai un lasso magique. Voilà, c'est un peu ça, donc c'était assez sympa de les voir ensemble. Bon, après malheureusement ils se séparent parce qu'ils se rendent compte vraiment qu'ils vivent dans un monde où ils peuvent pas justement être ensemble. Donc après j'avais enquillé sur la série de Rebirth, donc de Greg Rucka, que j'avais trouvé plutôt pas mal et assez bonne pour commencer Wonder Woman, parce que on a un premier tome donc édité chez Urban Comics, où on a un espèce de Year One de Wonder Woman, où en fait on apprend comment elle est arrivée, comment elle est partie de Themyscira, comment elle a appris à adopter les coutumes normales, comment il a fallu qu'elle aille dans hors de son île, parce que c'est une île complètement coupée du monde. C'est ça, et dans le tome 2 on reprend le présent, dans le tome 3 on retourne dans le passé. En fait ça s'est fait sur numéro impair et pair en VO. D'accord. Donc on avait les numéros impairs où c'était l'histoire classique dans le présent, et on avait les numéros pairs qui étaient dans le passé. Donc on se perdait un peu en VO, mais Urban Comics a décidé de regrouper ça en tome directement. Et c'est plutôt sympa parce que ça nous permet de connaître vraiment le personnage et de pouvoir se lancer dedans. Et puis même les dessins sont super cool. On retrouve à peu près tous les vilains qu'il y a dans le monde de Wonder Woman. On a même des bagarres avec des dieux, c'est super bien. On retrouve ce côté un peu mythologie grecque aussi qui est intéressant avec elle, c'est sûr. Et puis après, mes lectures de Wonder Woman, ça a été surtout sur des one-shots, type par exemple Injustice ou Flashpoint, où j'ai beaucoup aimé à chaque fois ce côté femme forte, parce qu'à chaque fois qu'il y a un Elseworld où c'est un peu post-apocalyptique, on a toujours Wonder Woman en côté médiatrice. Moi, même pas forcément médiatrice, plutôt dans un camp bien à part. Ouais. Qui est la chef de ce camp, mais vraiment qui reste vraiment femme forte et tout dans tous les... Je pense aussi qu'elle arrive à faire tampon aussi par rapport à certains débats. Quand le ton monte, elle est quand même là pour un peu calmer, et voilà, et ça revient à ce que tu disais sur ambassadrice et messagère de la paix. Elle le fait aussi bien dans sa mission quotidienne que dans ses relations professionnelles. C'est des relations professionnelles entre les super-héros, mais voilà. Et toi, Jimmy, je sais que pour vous, Victor, il a carburé cette semaine. Oui, j'ai c'est important de dire que sa fonction de libraire est magique. C'est ça, je suis majestueux. Je vais dire ta promo. C'est ça. Donc en relisant pas mal de Wonder Woman cette semaine pour me préparer pour le podcast, je me suis rappelé d'un truc assez particulier sur Wonder Woman quand on les lit, c'est que je crois que c'est un des persos principaux qui a le plus eu d'origine story différente.
À chaque fois qu'un auteur vient sur le perso, j'ai l'impression qu'il a à cœur de proposer sa version légèrement différente, inspirée d'autres ou pas, de l'origine story du perso. Déjà ce point-là, je trouve que c'est assez intéressant, c'est-à-dire que c'est un personnage sur lequel les auteurs, qui est assez malléable finalement, alors qu'on remettra, je crois pas à ma connaissance, peut-être qu'il y a des comics obscurs qui me contrediront, mais qui a une origine story différente pour Batman. Batman commence toujours avec le meurtre de ses parents. Superman commence toujours avec la planète Krypton qui explose. Wonder Woman, il y a des versions où elle est d'origine purement divine, d'autres où elle est elle a été fabriquée, c'est un corps artificiel. Enfin, il y a toujours des petites variations. Donc déjà, en ça, c'est intéressant, ce qui fait que à chaque fois qu'une histoire propose une origin story, j'invite les gens qui s'intéressent au perso à au moins lire cette partie d'origin story pour sentir quelle version de Wonder Woman ils préfèrent. Moi, si je devais recommander une série, j'ai toujours tendance à préférer en tant que libraire les séries courtes, et je trouve que les Wonder Woman Terre 1 s'y prêtent bien. Les Greg Rucka présentent Wonder Woman aussi, mais les Terre 1 par Morrison sont assez efficaces. D'ailleurs, le tome 2 vient de sortir, ça faisait très longtemps qu'on l'attendait, le tome 2 vient de sortir, donc je suppose que le 3 ne tardera pas trop, mais les Terre 1 fonctionnent très bien. Donc du coup, on a la Wonder Woman de la Terre 1, donc un univers parallèle, avec des personnages légèrement différents que ceux qu'on connaît. Et pour donner un exemple, dans Wonder Woman Terre 1, Steve Trevor est toujours un militaire, mais il est noir. Ce qui aura d'ailleurs son importance, c'est pas seulement cosmétique, d'ailleurs il y a un vrai intérêt scénaristique à ça d'ailleurs. Et les Terre 1 sont bien, Wonder Woman extrêmement bien amenée, femme forte. Tu mentionnais la couverture de Rucka, la couverture dans Terre 1, même si elle n'est pas aussi équivoque, elle est très très forte avec Wonder Woman qui est enchaînée. Je trouve ça génial, c'est qu'on a Wonder Woman qui est enchaînée, alors on ne sait pas forcément, mais elle est enchaînée parce qu'elle est en procès sur la terre des Amazones, mais elle a beau être couverte de chaînes, elle garde une posture extrêmement digne. C'est assez magique cette couverture. Elle est assez subtile finalement. Et voilà, donc si je devais en recommander, ce serait Wonder Woman Terre. Ok, voilà. Super. Et on parlait tout à l'heure un peu de Caléado, donc du coup on va partir un peu sur le cinéma, même sur les séries animées, parce que je sens que tu as des petits trucs à nous dire. Justement, on attendait avec un peu impatience le deuxième film avec Gal Gadot qui du coup ne va pas sortir tout de suite, mais qui est prévu, je crois, en octobre. Qui a été redécalé, ça a été décalé. Normalement en 2020, en tout cas. 2020, c'est en 2020, si vous regardez en 2020. Quelle temporalité on est. C'est ça. Multivers, etc. C'est ça. Maintenant, on a l'habitude d'être normal d'officialiser le truc. Voilà, moi je l'attends plutôt avec impatience ce second épisode. Moi personnellement, je suis plus calée au niveau des films. Au niveau de ce premier film, ça m'a bien plu, même s'il y a des petits passages que je trouve qui étaient pas nécessaires. On est sur un film un peu long, mais au niveau de Wonder Woman, la première fois au cinéma, c'est assez fort et c'est percutant. Et moi je trouve que c'est bien aussi pour les jeunes filles pour s'identifier, parce que ça commence. Bon là aujourd'hui on a de plus en plus de super-héroïnes au cinéma, mais avec elles on a quand même une non-sexualisation qu'on parlait un petit peu tout à l'heure. Qu'est-ce que toi tu as ressenti? Du coup tu as fait des recherches au niveau des comics. Est-ce que tu as ressenti ça au niveau des films, au niveau des séries animées, comparé, moins bien ou moins... Alors moi j'ai ressenti cette continuité de personnage de femme forte dans le film. Il faut aussi préciser que quand même Wonder Woman, Patty Jenkins c'est quand même une des premières femmes à réaliser un blockbuster sur une héroïne qui est une femme, donc ça c'est déjà badass, et en plus ça marche, c'est un gros budget, ça cartonne en termes d'entrée, donc ça déjà symboliquement c'est hyper fort. Ce film il va en fait ouvrir la porte à d'autres, je pense après à Captain Marvel aussi exactement, à d'autres films où on met en valeur des héroïnes qui sont fortes, qui ont plein d'avantages, etc., de qualité, et qui sont géniales et qui permettent à des personnes de s'identifier, tout à fait. Donc moi le film m'a pas trop mal plu, je dois dire, c'était intéressant. Après il y a toujours des critiques à faire, des petits trucs, mais par exemple si on prend sur le plan purement cinématographique, je trouvais ça vachement intéressant. Il y a une chercheuse qui a écrit un bouquin qui s'appelle Le regard féminin, elle s'appelle Iris Bray, et elle parle de Wonder Woman dans son intro. Et en fait je m'en suis servi pour mon bouquin. Elle dit en fait que Patty Jenkins a utilisé donc le female gaze, donc le regard féminin, c'est-à-dire un regard de la caméra qui n'objectifie pas les femmes. Et donc par exemple ça donne la scène de la tranchée
où Wonder Woman en a marre de ce conflit de merde et marche. Et c'est en fait elle s'élance de la tranchée et au lieu d'avoir un zoom sur son cul, etc., et ben en fait c'est sur ses muscles, ses armes, etc. Elle sort de cette tranchée, les balles commencent à fuser, paf paf, sans problème. Et surtout il y a un plan magnifique, un travelling comme ça sur son visage, où son regard est focalisé sur l'avenir, sur sa cible, et ça c'est hyper fort. Alors que si on prend Justice League avec Snyder, il y a un plan, un moment où dans la vie, c'est ça hein Mm-hmm. Oui, oui. On a, parce que je sais pas, mais il y a un plan, je sais plus à quel moment du film, où ils vont monter dans l'avion, Gal Gadot est de dos et il y a un gros plan sur ses fesses. Et là genre, ouais, bon ok, est-ce qu'on peut plutôt mettre en avant l'empowerment et le fait que cette femme est perpétuellement en mouvement, qu'elle sauve des vies, que c'est une tueuse, etc., plutôt que de mettre en avant le fait que c'est une femme qui a une plastique irréprochable. Moi je trouve que Patty Jenkins elle le fait hyper bien. Et un autre exemple, la scène du bain, je sais pas si vous vous en souvenez, où Steve se nettoie, il est debout, elle arrive, et elle le voit nu, alors pour elle ça veut rien dire, puisque un homme nu, ça n'a aucun impact, aucun enjeu, et lui est tout pudique, etc. Et puis à un moment où le regard se tourne vers ce qui apparaît comme être sa zone génitale, on se dit et en fait pas du tout, elle regarde la montre de Steve qui est posée à côté. Et donc il y a un truc, en fait on déconstruit elle joue sur ça aussi. Complètement, on déconstruit l'érotisation du corps masculin, et ça fait que en fait Wonder Woman, elle n'a pas ses codes, et ça fait que c'est vraiment aussi hyper intéressant de voir que c'est une rencontre un peu improbable, et elle n'est pas du tout attirée sexuellement dans un premier temps, ce que je trouve qui est assez novateur pour des films de ce type-là. Mais après, oui, c'est vrai qu'il y a des longueurs, il y a des scènes pour moi qui n'auraient pas dû être intégrées. C'est surtout la fin moi, qui m'a gênée, partie un peu cosmique du méchant qui se transforme. Là, vous m'avez un peu perdu, ça a mis une couleur. Avec la moustache. Et la moustache, c'est ça, il y a un problème de moustache. C'est vraiment la fin où je me suis dit, c'est bête, on était bien, on était sur un mode plutôt ancré. Mais après, sur Wonder Woman en soi, c'est ça que je disais que c'est sur le film, moi j'ai complètement adoré et j'ai beaucoup accroché. Ouais, c'est vrai que c'était pas mal, et j'avoue que je suis assez impatiente de voir le 2, d'autant plus les années 80, la BO qui a l'air assez chouette. Et puis je suis très intéressée de voir Cheetah, moi c'est vraiment une méchante que j'aimais beaucoup dans les comics. Et du coup je suis très j'ai hâte de la voir aussi, à force de la repérer un peu dans les comics en ce moment. Je me dis du coup toi ton avis sur les films en général, alors, on peut même aller sur Linda Carter parce que alors j'ai très peu, c'est ce qu'on racontait un peu en off, c'était que moi j'ai de très très vagues et lointains souvenirs de la version avec Linda Carter, donc je pourrais pas trop m'étendre dessus, à part que ça me semble quand même être une série difficile à regarder pour un public qui voudrait attaquer. Les esprits, sur des recherches que j'ai faites, ça revient pas. Voilà, c'est pour notre génération, non, notre génération on n'a pas ça, mais par contre voilà, pour la génération de nos parents, Wonder Woman c'est Linda Carter, ça c'est plutôt une évidence. Du coup, on a fait le tour sur Wonder Woman au cinéma, on en a bien parlé, et je sais que tu voulais parler de la série animée avec Wonder Woman. Ouais, tout à fait. Alors, ton moment. Ouais, exactement. En fait, moi, je voulais en parler parce que c'est vraiment un souvenir d'enfance. Et en fait, on parlait tout à l'heure des différentes générations. La mère de Jimmy, c'était plutôt Linda Carter. Moi, c'est vraiment la Justice League Unlimited qui passait après l'école, etc. Moi, je mangeais mon goûter devant. Et je les ai regardés avec beaucoup de plaisir. Et il y a des épisodes qui m'ont marqué. En fait, je trouve que le ton est très très juste, et on est toujours dans cette idée d'avoir une Wonder Woman, une Diana qui est une femme puissante, qui s'élève au rang de ses égaux masculins. Et il y a le libraire qui fait du bruit là-haut. Du bruit parce que c'est une librairie, et soutenez vos libraires. Il y a un épisode qui m'a beaucoup marqué, que je trouve marrant, et vous le trouvez sur YouTube. C'est un épisode où, encore une fois, la relation entre Diana et Batman est suggérée, et vous avez en fait Circé qui va transformer Diana en cochon, et Batman qui va tout faire pour essayer d'inverser le sort. Le cochon, et en fait, est toujours dans le multivers, on est tout à fait dans la même ligne. Exactement. Et donc toute
tout l'épisode se passe, et à la fin en fait ils vont voir Circe qui chante dans un cabaret, et en fait elle les repère et elle dit bon bah en gros si tu veux retransformer Diana, il va falloir faire quelque chose pour moi, quelque chose que une fois perdu tu ne pourras jamais regagner. Et on se dit mon Dieu c'est horrible, il va perdre sa vie ou quelque chose, son déguisement, son costume, etc. Et en fait pas du tout. Circe lui demande de chanter une chanson d'amour sur scène, et donc le plan d'après c'est Batman tout seul devant un public d'hommes venus pour un petit peu quand même reluquer des nanas, et donc il chante une chanson d'amour qui s'appelle Am I Blue. Et cette scène, vous la retrouvez sur YouTube et elle est excellente. Et parce que il perd sa dignité. Exactement, parce qu'il y a le côté hyper masculin, hyper viril, avec Batman, qui finalement s'ouvre et en fait a des sentiments pour une femme qui est aussi une de ses corélégionnaires, collègues. Donc ça c'était hyper intéressant, et toute la série est comme ça. Je trouve qu'il y a beaucoup d'humour, beaucoup d'ironie, etc. Donc c'est vraiment hyper intéressant, c'est une très belle adaptation, je trouve. Après, Marie qui nous parle de la série animée, est-ce que toi du coup tu l'as vue aussi, ça t'a touché, ça t'a marqué? Comme pour Marie, c'est une série, comme pour beaucoup de gens, c'est une série qui a bercé notre enfance. C'est une série assez marquante. Alors j'avoue que je m'étais jamais vraiment posé la question de l'importance de chacun des personnages, mais rétrospectivement, effectivement c'est une série qui donne un rôle extrêmement important à ces personnages féminins. Il n'y en a pas 50 000, mais dans Justice League, il y a Wonder Woman et il y a Hawkgirl. Oui. En tout cas, c'est au début, c'est les deux personnages féminins qu'il y a, et qui sont clairement les plus personnages les plus violents peut-être de la Justice League, très bagarreurs, très agressives. En tout cas, ce ne sont absolument pas des demoiselles en détresse ou des personnages qui sont systématiquement dans les clichés du genre maladroite ou un peu prudente ou ce genre de choses. Au contraire, elles sont toujours en première ligne. Ça diffère vachement. Il y a une étude de Gail Simon qui a justement dit qu'il y avait tout ce mythe de demoiselles en détresse. Et là, on est complètement. En fait, quand c'est une série, dans cette série-là, tout le monde est tour à tour sauveur et sauvé. Ouais. Donc ça arrive que ce soit Wonder Woman qui soit en galère, mais ça veut pas dire que dans l'épisode d'après ce sera aussi le cas. Ouais. Ça peut être l'inverse, chaque personnage a ses moments pour briller, donc c'est en ça que cette série est assez remarquable. Et toi du coup en tant que petit garçon, est-ce qu'à un moment donné, là après on va parler de féminisme tout à l'heure, mais tu t'es identifié, ou en tout cas, bon c'est sûr que t'as pas voulu te déguiser comme Wonder Woman ou Wonder Girl, mais qu'est-ce que t'as ressenti par rapport à ces personnages? Comment dire, ce serait mentir que de dire que j'arrivais à m'identifier à ces personnages féminins. Quand j'étais petit, j'étais plus souvent heureux de recevoir, j'aurais aimé plutôt recevoir une figurine Batman que Wonder Woman. D'ailleurs, je pense que même que globalement, on trouvait quand même plus facilement du merchandising Batman que Wonder Woman. Et c'est toujours d'actualité, voilà. Tu le sais. de toute façon. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que je ne me vois pas enfant catégoriser ou du moins stigmatiser les personnages féminins comme les personnages faibles de l'équipe. Ouais, mais c'est la série. Alors, je sais pas si c'est forcément moi qui le voyais comme ça, mais je pense que globalement c'est de la série qui le présentait ainsi. À aucun moment je pouvais me dire imaginons, je te donne un exemple, si un épisode, si une intrigue nécessitait que les équipes de super-héros se répartissent en deux équipes, je me serais jamais dit les personnages féminins sont dans telle équipe, c'est l'équipe la plus faible. Jamais, en fait. Et d'ailleurs, je suis presque sûr que c'est jamais le cas. Donc voilà, globalement, c'est une série qui donnait la part belle à ces personnages féminins, et même globalement à tous ces personnages. Il n'y a pas de raison. Et en ça, oui, c'est une très bonne adaptation, une très bonne représentation de Wonder Woman à l'écran, et voire même un très bon moyen de le faire découvrir à un jeune public, finalement. Super, à conseiller alors. Bah ouais, carrément. Et je voulais absolument finir ce podcast avec une question, elle peut paraître très banale, mais Wonder Woman, une figure féministe. Donc évidemment la réponse elle est oui, mais quelle féministe elle représente, et comment aujourd'hui, surtout avec tous les mouvements qui se montent. Je sais que Marie, tu voulais en parler, donc on t'écoute. Ouais, tout à fait. Moi, c'est une question qui est vachement intéressante, parce que c'est un personnage qui est mine de rien très complexe et assez nuancé. Il y a quelque chose qui est pour moi indéniable, c'est que Wonder Woman, évidemment, c'est une féministe, mais c'est aussi il faut remettre en contexte que, notamment le film, c'est un film pour la première fois dans l'histoire des blockbusters,
blockbuster, s'il me semble. C'est réalisé par une femme, Patty Jenkins, qui met donc en avant une héroïne féminine qui est Wonder Woman. Film à très très gros budget, qui fait quand même beaucoup d'entrées. Donc ça, c'est important pour la visibilité, d'accord ? C'est une manière de lutter contre l'invisibilisation des femmes au cinéma, et notamment des héroïnes. Donc ça, c'est hyper bien. C'est un très très bon exemple. Et qu'elles sont montrées autrement parce qu'elle n'a pas de relation amoureuse, enfin en tout cas pas prédominante. En tout cas, c'est pas le sujet du film. Exactement, c'est exactement ça. C'est pas du tout le sujet du film. La deuxième chose, c'est que pour moi, Wonder Woman, et pour, je pense, n'importe qui, c'est une figure intergénérationnelle de l'émancipation des femmes. Elle représente beaucoup de choses qui sont très très bien pour la cause des femmes. C'est une femme puissante qui a quitté son île, on le rappelle, par un sacrifice pour sauver aussi les terriens que nous sommes. Donc ça me paraît hyper important à mentionner. Il faut aussi garder à l'esprit que le personnage de Wonder Woman, dans le film notamment de Patty Jenkins, est incarné en fait comme DC Comics l'a imaginé en 41, avec donc cette plastique parfaite, cette musculature, etc. Mais attention, il faut aussi rappeler que Wonder Woman, elle pourrait être tout aussi badass avec cellulite, poils, cheveux en bataille, etc. On s'en fout. C'est une guerrière. C'est une guerrière dans l'âme de toute façon. C'est une femme qui est capable d'empathie, pas parce que c'est une femme, parce que c'est une Amazone exceptionnelle et qu'elle a été éduquée comme ça. Peut-être qu'on a tendance à l'oublier aussi. Exactement. C'est très différent du personnage de Catwoman où elle, on l'identifie comme sexy, mais aussi parce que c'est un peu son rôle, une voleuse dans la nuit, son costume en cuir moulant. Ça, c'est complètement. Par contre, moi, je sais que je vois cette image de. Il y a une image dans un jeu de société, un deck building, où tu as la carte du jeu de Wonder Woman et elle est super musclée avec des triceps là, c'est impressionnant. Bah ouais, ça marche, et j'ai une amie qui me dit c'est pas un peu trop. Bah non, c'est Wonder Woman en fait, tout simplement. C'est une Amazone qui s'entraîne jour et nuit avec d'autres Amazones. On le voit très bien dans le film de Patty Jenkins, c'est hyper bien représenté, ces scènes d'entraînement, de bataille, etc. Donc c'est cohérent. Après effectivement, elle est, je crois qu'on a peut-être évoqué dans le Ruka ce passage où Wonder Woman en fait aboutit son bouquin, et donc il y a une réunion autour de la couverture, et là les éditeurs sont partis sur quelque chose d'ultra sexualisé où en fait elle est nue sur son canapé avec le petit costume qui fait naturel, voilà, exactement. On est toutes comme ça quand on s'assoit sur notre canapé, ça me paraît évident, évidemment. Et en fait l'équipe de Wonder Woman est un peu gênée, elle dit nous on avait plutôt imaginé un truc beaucoup plus sobre, avec une couverture blanche avec le lasso de la vérité qui brille, et avec essai de réflexion, quelque chose comme ça. Et donc c'est beaucoup, il y a plus de dignité. Et donc je pense que même les auteurs s'amusent parfois de l'hypersexualisation de Wonder Woman dans les yeux d'autres personnages, mais je trouve que malgré tout ça, ça reste une figure ultra forte, ultra cool. C'est bien de pouvoir s'identifier, même si on peut encore progresser, il y a encore du travail à faire sur l'inclusivité, sur la représentation des minorités, mais en tout cas pour moi Wonder Woman c'est une sacrée image d'un féminisme, le féminisme est un grand mouvement avec plein de branches à l'intérieur. C'est vrai que c'est la critique que d'autres femmes ont pu faire, c'est que c'était un féminisme assez marketé, parce que elle est quand même en talons, il y a des choses qui sont un peu improbables, mais il y a des histoires d'amour, etc. Il y a quand même un féminisme égalitaire. Oui, le féminisme, égalité entre hommes et femmes, elle, ça rentre totalement, elle fait partie de la Justice League à part entière, elle n'est pas, la secrétaire de Superman. Oui, c'est pas une figurante, elle a tout à fait, elle a un pouvoir, c'est elle qu'on appelle quand il y a un problème, quand il y a une guerre à résoudre, exactement. Elle est présente, elle a un rôle hyper important, et je pense que pour beaucoup de femmes, de petites filles, etc., c'est hyper important. On a eu ce phénomène avec le manque de femmes d'avoir le masculin neutre, donc c'est-à-dire de s'identifier à des personnages masculins quand on est une fille parce qu'on n'a pas le choix. Or là, avec Wonder Woman, avec Hawkgirl, avec d'autres, on a cette possibilité de pouvoir s'identifier. Il y a une ouverture à faire avec Hawkgirl, Mera, en tout cas c'est des personnages qui tendent à un bon féminisme, mais pas forcément comme Harley Quinn où on reste sur une émancipation qui a commencé mais qui est plus ou moins faite, mais qui sera jamais aboutie avec son problème avec le Joker, entre autres.
Là, Wonder Woman est quand même une belle preuve. Complètement. Et moi, je trouve que c'est, dans tous les cas, un bon début, un bon premier pas, qui continue. Ça fait 80 ans que ça dure, mais je trouve qu'avec cette arrivée de Patty Jenkins et du film au cinéma, le 2 est à venir. Il y a quand même un élan très positif et qui ancre aussi la place des femmes derrière la caméra et sur la toile dans des rôles puissants, extrêmement forts. Sans oublier la présence de Black Widow aussi au cinéma. Tout à fait. Ça va être plutôt intéressant. Ouais. Je suis d'accord. Ok, super. Du coup, Marie a parlé de son féminisme à travers Wonder Woman. Toi, en tant qu'homme, qu'est-ce que tu en penses de ça ? Alors, pour revenir à cette question qui est finalement inhérente dès qu'un personnage féminin est mis en avant, c'est souvent la question qu'on se pose surtout à notre époque. Pour moi, la question, elle est assez simple à résoudre. C'est que le personnage de Wonder Woman, qu'on le veuille ou non, est un personnage féministe. Parce qu'il représente ce personnage, parce que Wonder Woman véhicule comme système de pensée, c'est un féminisme. Le féminisme est comme tout mode de pensée ou comme tout sujet est multifacette. Donc qu'on le veuille ou non, c'est un personnage qui a cet aspect-là. Déjà de base, Wonder Woman, c'est une femme qui fait partie d'une équipe de super-héros qui défend la Terre. Super-héros, une équipe majoritairement masculine. Donc déjà, même si c'était jamais mentionné, il y a quand même une représentation de la femme égale de l'homme, ce qui est déjà un des axes du féminisme. Et ensuite, c'est un personnage qui a toujours dans son écriture des convictions, des enjeux intimement liés à la cause féministe, même à l'époque où cette cause était soit pas inexistante, mais en tout cas qui n'avait pas moins populaire, qui n'avait pas la même visibilité. Voilà, quand Wonder Woman dans les comics explique aux petites filles qu'elles peuvent faire ce qu'elles veulent de leur vie, si ça c'est pas déjà un premier pas vers un féminisme, ou du moins vers une assurance qu'on peut avoir quand on est une femme dans notre société, je sais pas ce que c'est. Après, globalement, moi j'ai pas les compétences et les connaissances pour extrapoler sur le sujet du féminisme, en tout cas via le prisme Wonder Woman. Par contre, ce qui est sûr, c'est que la vision que l'on se fait de Wonder Woman à travers toutes ces représentations, que ce soit en comics, films, dessins animés ou autres, représente un féminisme qui, je pense, est bienveillant. Même s'il n'est pas dans l'agressif. Voilà, même s'il a. Ou alors, à l'inverse, on pourrait dire qu'il est purement artificiel juste pour faire vendre. C'est ce que disait Marie avec un féminisme marketing. C'est ça, un peu marketing, etc. Je pense que globalement. Si on devait revenir un petit peu sur les bases, Diana, son prénom, ça vient de Diane, déesse grecque, romaine, etc. de la mythologie. C'était la chasseresse. Entourée de femmes c'est une chasseresse, c'est pas une nymphe, c'est une femme guerrière. Donc clairement, ce personnage a un côté c'est-à-dire que demain, si moi ou toi devais faire une interprétation de Wonder Woman, quoi que tu mettrais sur ce personnage-là, si la vision si la représentation que tu en faisais était beaucoup trop archétypale, femme fragile, personne n'irait ce que tu ferais. Ça ne marcherait pas. Ça ne marcherait absolument pas. Parce que ce n'est pas cohérent avec ce que renvoie le personnage. Il suffit de regarder les couvertures qu'il y a là. En prenant celle par exemple de tout l'art de Wonder Woman, elle est en position alors elle est en position d'attaque ou de défense plutôt. Elle est dans une situation dominante, dans un statut dominant, et c'est toujours comme ça qu'elle est représentée. Toujours. C'est ce qu'on disait un peu en off avec Marie et toi. Sur un moment donné, il y a une histoire où peut-être Wonder Woman aimerait bien se marier et que Steve rêve de ça. Moi personnellement, j'ai pas envie de voir une Wonder Woman mariée. Non, bien sûr. Ça ne marche pas, elle est pas faite pour. Elle est pas faite pour, et en fait, même les moments où on évoque dans les comics une possible histoire de cœur, ce qu'on voit rapidement, c'est qu'elle jongle entre tellement de vie et tellement de responsabilités que ça, en plus de dire que ça pourrait représenter un danger pour elle et pour ses proches, donc en l'occurrence son conjoint, elle n'a pas le temps, quoi. Enfin, elle a clairement d'autres priorités. Maintenant, ça veut pas dire qu'un jour on pourrait pas avoir un arc narratif très bien amené. Et ce serait pas anti-féministe qu'elle soit en couple. Bien sûr. Et on pourrait très bien avoir un arc narratif qui serait amené où elle soit en couple et elle arrive à jongler avec ça et avec le reste de ses responsabilités sans perdre de crédibilité comme porte-étendard de la cause féministe dans les comics. Après, de là se l'approprier dans notre vrai monde de la vie véritable, ça c'est encore un autre débat, mais en tout cas comme personnage de fiction représentant
les valeurs du féminisme, je trouve que Wonder Woman est un très très bon exemple et un très bon pas à emboîter pour la suite. Donc on verra ce qui arrivera, mais pour l'instant Wonder Woman est un très très bon exemple. On a de quoi être fier que ça vienne des comics finalement. Ouais, clairement. Est-ce qu'Alexandre, tu veux rajouter quelque chose sur le féminisme et le Wonder Woman ? Non, pareil, comme je disais tout à l'heure, pour moi c'est l'icône moderne du féminisme. Elle n'est pas sexualisée comme la majorité des autres personnages de comics féminins le sont. Alors après, comme on disait tout à l'heure, le fait qu'il y ait eu un film réalisé par une femme, ça a beaucoup aidé aussi parce que du coup il n'y avait pas, comme disait Marie, cette espèce de sexualisation du personnage, ne serait-ce que la scène où elle est sur le champ de bataille où on se focalise vraiment sur ce qu'elle fait et non pas ses formes, alors que dans Justice League, réalisé par un homme, là par contre dès qu'il y a une action on se focalise sur ses formes. Donc bon, c'est ce côté-là aussi, c'est un grand pas. Maintenant effectivement à un moment on a envie de dire il faudrait que même un film réalisé par un homme, il faudrait que ce soit la même chose parce que pour moi c'est là où on va vraiment avancer, où on disait qu'un petit peu, moi je pense que évidemment la question ne se pose pas, elle est représentante d'un féminisme, mais ça pourrait aller beaucoup plus loin. Et je pense que même au niveau des comics, même au niveau de la pop culture en général, et au niveau du film, ce qui serait assez fort, c'est qu'un homme réalisateur la rende aussi guerrière que Patty l'a fait. Et c'est là où on va sur un féminisme. On n'oublie pas que le féminisme c'est l'égalité entre hommes et femmes. Donc il n'y a pas de surpuissance de la femme. Et on lutte aussi pour une surpuissance de l'homme, donc c'est l'idée. Après, mis à part ça, je suis assez d'accord avec tout ce qui s'est dit. Il y a pas de, ça reste le personnage n'a pas été trop maltraité en 80 ans. On est resté sur, même si on a eu différentes origin story, on est resté sur à peu près la même ligne de conduite, c'est-à-dire une femme meneuse de femmes de par son statut d'Amazone et de reine des Amazones, mais aussi meneuse d'hommes parce que mine de rien elle fait partie de cette trinité de super-héros qui domine un peu l'univers d'ici. Alors sous Robert Kanigher quand même, ça c'est vachement intéressant, c'est l'après Marston. Il en fait un personnage complètement qui régresse en fait, qui devient... en fait, Wonder Woman elle est obsédée par le mariage, par être en couple, etc. En soi, il n'y a aucun problème, je vous souhaite d'être heureux en couple, etc. Enfin, d'être heureux tout court, mais en fait, elle est... c'est-à-dire qu'elle sauver le monde et faire régner la paix, c'est plus son objectif premier. Et du coup, on en fait un peu une petite chose fragile qui est toujours sous la protection de Steve, alors qu'en fait, c'est toujours l'inverse. Putain, c'est lui qui se met toujours dans la merde, et c'est elle qui vient le récupérer par le collet, quoi. Et donc il y a un épisode qui m'avait marqué, et il me semble que c'est Kanigher, mais peut-être les vrais savent. En fait, Steve fait un rêve, on le découvre qu'à la fin, mais je spoil un peu, et en fait il rêve qu'il est marié à Wonder Woman. Et pour leur premier repas, petit déjeuner de couple marié, Wonder Woman foire le café, les toasts, la gelée chaude, enfin c'est n'importe quoi. Parfait. Vraiment. Et là, le mec pète un câble et dit mais en fait c'est pas possible, tu peux pas être ma femme, c'est un peu... Enfin tu vois, presque il s'énerve, il supporte pas que Wonder Woman signe tout le temps des autographes dans la rue, enfin il est vraiment très très gêné. Mais sur une relation un peu toxique, hein. Exactement. Légèrement. Il se réveille et se dit oh putain c'est bon, je suis pas mariée. Et là, à partir de ce moment-là, on se rend compte aussi que faut faire gaffe. Enfin, tous les auteurs n'ont pas eu les mêmes, je pense, la même ambition pour Wonder Woman. Et Kanigher, qui est quand même un bon gros républicain, bien rétrograde, etc. J'ai dit oulala, une femme qui prend un peu trop de pouvoir et qui sauve des hommes, on va se calmer. Et après évidemment ça a rebasculé et aujourd'hui on le voit encore et ça fait écho à tout ce de toute façon dans l'histoire des comics c'est pour chaque personnage, il y a toujours des mouvements, ils ont eu leur top et puis leur bas. Après hors féminisme, moi je trouve que c'est pas un personnage qui est à se marier ou à se mettre en couple. Tu l'as dit tout à l'heure, elle a essayé avec Superman. En fait c'est pas dans sa mission, pour moi elle a juste pas le temps. Quand tu sais que t'es en messagère de la paix, que après, tu t'es partout. Ce qui est pas mal, c'est qu'on a d'autres personnages féminins comme ça dans l'univers d'ici, tout du moins. Sur Marvel, je suis pas assez calé en Marvel pour pouvoir le dire, mais sur DC, on a par exemple Mera, la compagne d'Aquaman, qui commence vraiment à se développer de la même manière que Wonder Woman, c'est-à-dire complètement forte, indépendante, vraiment qui commence à se détacher complètement du personnage d'Aquaman. On a aussi Hawkgirl, on disait, qui reste aussi ce personnage, limite on met Hawkman et Hawkgirl à côté, je préfère Hawkgirl parce que voilà, badass. Clairement, elle est beaucoup plus intéressante. Voilà, c'est l'origin story du personnage est plus intéressante, tout est intéressant dedans. Donc on a ces trois personnages-là qui vraiment commencent à se détacher vraiment.
Alors après, je sais pas si d'autres personnages. Harley Quinn, c'est complètement différent parce que elle commence un peu à avoir ce côté émancipation, mais elle a toujours ce côté sexualisation à max. Et puis relation avec le Joker. De toute façon, de par son origin story, à la base, de toute façon, elle a un sévère syndrome d'Helsinki, donc voilà, déjà à la base. Non, mais c'est voilà, et c'est dommage parce qu'un personnage comme Harley Quinn pourrait parfaitement rentrer dans ce type d'aventure, peut-être dans les prochaines années. Mais après, ça serait intéressant aussi de mettre en avant Mera et Hawkgirl au cinéma et les populariser un peu plus. Là, je pense qu'on l'a assez vu, même si j'aime beaucoup. Mais Hawkgirl, il y a de quoi Hawkgirl, oui, voilà, Hawkgirl, je pense. Ouais. Hawkgirl, en plus, peut-être faire un film sur Hawkgirl que sur Mera. Mera, pour l'instant, c'est pas encore assez développé. Peut-être que s'il y a un deuxième film Aquaman, on la voit un peu plus. À mon avis, ça va peut-être voilà. Maintenant, avec par rapport à ce qui s'est passé avec l'histoire avec l'actrice qui joue Mera, c'est. Alors on a un petit souci avec les noms d'acteurs. On révisera donc voilà. pour la prochaine fois. Enfin bref, il y a eu un souci qui fait qu'à mon avis on la reverra pas de sitôt dans ce rôle-là, je pense, parce qu'il y a eu des petits soucis, un peu comme Johnny Depp a eu le même souci vu qu'ils sont ensemble. Il y a eu des histoires à ce niveau-là, mais après pourquoi pas, oui, ça fait partie de ces personnages qui seraient intéressants de développer. Au cinéma. Bah super, je pense qu'on a bien fêté l'anniversaire de Wonder Woman ensemble. Happy birthday. Je sais pas ce que vous en dites, on a bien fait le tour sur notre avis sur Wonder Woman, son histoire à travers les comics, au cinéma, dans les séries animées pour venir au féminisme. C'était très cool, j'espère que ça vous a plu. Ouais, c'était très sympa. passionnant. Vous étiez obligés de dire oui. C'est ça. Écoute, moi je vous dis à très vite, en tout cas pour de nouveaux podcasts. Bien je sûr. pense que le format est plutôt cool et qu'on en fera. N'hésitez pas à donner votre avis sur ce format, ce que vous aimeriez y voir et voir améliorer ou voir de façon différente. Et juste j'en profite du coup, vu que Marie, ton livre sort, tu as la date exacte ? Non, mais c'est le mois, c'est septembre. Voilà, vers septembre. On vous donne aussi rendez-vous à ce moment-là au Comics Corner. On fera sûrement une séance de dédicace rencontre avec Marie qui signera quelques exemplaires de son livre et qu'on fera aussi probablement gagner sur nos réseaux sociaux. On vous tiendra au courant. Alexandre, si tu veux parler d'actu ou non, pas particulièrement d'actu, mais en tout cas j'espère que le format vous a plu. Pareil, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires s'il y a des choses à changer ou même ce que vous pensez du personnage de Wonder Woman. Bien sûr. Si vous appréciez. S'il y a une période qui vous a plu plus qu'une autre, une adaptation qui vous a plu plus qu'une autre. Si vous avez hâte de voir le deuxième film, enfin bref, voilà. Et puis n'hésitez pas à passer au Comics Corner pour lire et acheter des comics parce que c'est fun. Et voilà, il est très carré, vivre les libraires. Oui, exactement. Allez-y, faites-moi vivre. Voilà, merci à tous de nous avoir écoutés et puis essayez de partager un maximum. Nous, on a vraiment bien aimé ce premier podcast et on va, je pense, continuer à en faire. Et je vous dis à bientôt. À très bientôt. Salut. Ciao.